Merci de votre fidélité à New World Télé. Bienvenue au grand rendez-vous de tous les soirs. Et ce soir, nous allons bien sûr partir avec le décryptage. Et notre éditorialiste maison, il est là. On va aborder le Madagascar où la justice valide l'élection de Rajoli à la présidence. Didier Assoba, bonsoir. Bonsoir Mathieu. Merci d'avoir une fois répondu à notre appel. C'est un plaisir d'être là à chaque fois. Alors, Madagascar, l'étape n'est plus peut-être au recours. On peut se permettre de le dire ainsi? Oui, tout est définitivement scellé en ce qui concerne l'élection présidentielle dans ce pays-là. Plus rien n'est possible, hein, aucun recours, aucune contestation. On peut dire légal n'est plus possible après la décision de la haute cour constitutionnelle du pays qui valide l'élection de Rajolina à la présidence malgache. On le disait, il sera difficile pour Marc Ravalomanana de voir ses réclamations aboutir parce que la victoire de son challenger était vraiment nette par rapport en ce qui concerne le score et le pourcentage donné. Et donc, tout est scellé là-bas à Madagascar. Tout est fini en ce qui concerne l'élection présidentielle. Rendez-vous dans 5 ans pour une nouvelle élection, on va dire. Rendez-vous dans 5 ans si on essaie d'apprécier un peu le processus dans tout son ensemble. On sait que les deux ont été préalablement présidents de la République de ce même pays. Et par après, on voit dans la foulée un qui dit n'avoir pas reconnu les résultats. Qu'est-ce qui n'a pas vraiment marché à ce niveau-là? Non, comme on le disait, vous savez, Marc Ravalomanana a un peu cette sorte de rancœur contre Eri Rajolina, qui a monté contre lui la contestation, qui a amené Marc Ravalomanana à quitter le pouvoir sous la pression de l'armée et qui a permis finalement à ce texte DJ maire d'Antananarivo d'arriver à la présidence et de gérer le pays pendant un long moment avant d'organiser une transition où il n'a pas participé finalement à l'élection présidentielle de 2013 où à l'issue d'un accord qui a été signé, un accord politique qui a été signé entre les différents acteurs politiques, écartant donc Marc Ravalomanana et Eri Rajolina de la course à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, Marc Ravalomanana, comme je le dis, a cette sorte de rancune, de rancœur contre son bourreau d'il y a quelques années et donc ne comptait pas valider son élection à la tête du pays, une élection finalement légale validée par les institutions du pays. Mais au finish, M. Ravalomanana a compris qu'il ne gagnerait rien à mettre son pays à feu et à sang. On apprend qu'au final, il a même félicité le vainqueur. Et c'est tout à son honneur et c'est tout à la gloire de Madagascar. Quelle est cette démarche de vouloir renvoyer d'abord les gens à battre le pavé et par après féliciter son challenger après? Oui, vous savez, c'est souvent on va dire le regret des perdants. C'est le regret des perdants. Et comme je le disais, il y a déjà des antécédents entre les deux hommes. Et après au-delà de cet antécédent-là, dans cet antécédent-là, il se voyait déjà en retour à la présidente de la République et avec un peu de la nostalgie par rapport à la gestion du pays et comptait encore continuer s'il gagnait l'élection présidentielle. Et ces recours formulés ont été rejetés. Et il sait qu'il n'y a plus d'autre voie de recours si la haute cour constitutionnelle du pays se prononce et dit que les recours formulés ne sont pas fondés, ne sont pas fondés, ne peuvent pas justifier une fraude et que la CENI a organisé des élections quand même consensuelles, hein, il faut le reconnaître. Le président sortant était lui-même candidat, mais est arrivé troisième derrière deux autres challengers. Il faut dire quand même que la Cour,
la Commission électorale nationale indépendante de Madagascar a fait un travail énorme, un travail juste à mon sens, qui a permis d'éliminer dès le premier tour le président sortant, qui pourtant continuait de gérer le pays et donc qui pourtant organisait les élections. Il est organisé, mais il est arrivé lui-même troisième. Et aujourd'hui, il a laissé libre champ aux deux finalistes de s'affronter et de faire valoir leur programme de société auprès des Malgaches, et que les Malgaches choisissent le meilleur. Je crois qu'au finish, les Malgaches ont choisi le meilleur, et Marc Ravalomanana, qui a épuisé tous les voies de recours. Malgré les manifestations, les quelques manifestations qu'il y a eu, et certaines fois violentes, de ses partisans devant la cour de justice, dans les rues d'Antananarivo, il a compris finalement que seul contre tous, ça ne vaut pas la peine, et il fallait plutôt féliciter le vainqueur, comme tout le monde d'ailleurs, et donc il n'avait pas d'autre choix que de le féliciter. Il l'a félicité, et je pense qu'il a compris qu'il valait mieux pour lui d'être fair play à l'issue de ces élections. Et ce n'est pas la fin, en fait, ce n'est pas la fin de sa vie, ce n'est pas la fin de la politique à Madagascar. D'autres échéances vont venir. L'échéance des élections locales, des élections législatives viennent avant celle de l'élection présidentielle. Et il y a également d'autres coups à jouer, surtout si on arrive à convaincre un grand nombre de Malgaches. Alors, quand on essaie d'apprécier un peu le processus dans tout son ensemble, un ancien président qui doit démissionner avant de briguer, postuler pour la nouvelle candidature, peut-être être président après, et l'élection à 2 tours, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui avec l'acceptation de l'autre en tant que gagnant? Est-ce qu'on peut dire que la démocratie est en marche à Madagascar? Je pense que le modèle malgache devrait être un modèle qui devient un cas d'école sur le continent africain. Vous savez, certaines fois, les présidents sortants dans plusieurs pays africains qui sont candidats à leur propre succession n'arrivent pas à se faire cette idée-là d'organiser des élections et de les perdre. Parce que en étant candidats et présidents sortants, ils ont souvent ce privilège-là et ce privilège par rapport aux autres candidats d'utiliser les moyens de l'État. Ça, ne le cachons pas. Ils utilisent les moyens de l'État, ils utilisent le personnel de l'État, et ils requièrent certaines fois toute l'administration générale à leur service. Et on voit des cadres de l'administration et des DG de société, plusieurs personnalités du pays aller battre campagne pour le président de la République sortant, ce qui déjà déséquilibre le jeu électoral. Ça déséquilibre le jeu électoral et ça fausse tous les enjeux. Et si ce modèle malgache pourrait être copié et en faire cas d'école à travers le continent, c'est-à-dire que tout président sortant qui veut être candidat à sa propre succession remet d'abord sa démission et revient se mettre sur le même pied d'égalité que les autres candidats, c'est-à-dire qu'il n'utilise pas l'avion présidentiel pour battre campagne. S'il veut utiliser avion, il va le louer à ses frais. S'il veut utiliser certains moyens pour se mettre à l'aise par rapport aux autres candidats, il va les louer ou va les chercher à ses frais et non aux frais de l'État, en faisant l'amalgame entre candidats et présidents sortants. Et cet amalgame-là permet aujourd'hui à plusieurs présidents sortants de briguer facilement un second mandat et d'être facilement élus parce qu'ils utilisent les moyens de l'État. Ils peuvent distribuer de l'argent ou leurs proches collaborateurs, leurs partisans qui sont en même temps des responsables dans l'administration à la tête des différentes sociétés et agences de l'État peuvent utiliser des moyens, des ressources de l'État, des voitures de l'État pour aller leur battre campagne et facilement, ce qui déséquilibre, comme je le dis, le jeu électoral. Et je pense que même si la démocratie est une quête perpétuelle, le système malgache est un système qui devrait être un système à copier sur le continent africain pour ne pas que à chaque fois les candidats de l'opposition ou les candidats indépendants soient
en position d'abord de défaveur par rapport au candidat président sortant qui est candidat à sa propre succession, qui vole dans les airs pendant que les autres bravent les routes rocailleuses et boueuses qui n'ont pas été construites. Donc, à mon sens, oui, c'est un bel exemple que le Malgache a donné. Le président candidat démissionne pour se mettre au même pied d'égalité que les autres candidats. Et en ce sens-là, il n'y a pas possibilité de faire amalgame entre président sortant et candidat d'un parti politique qui brigue un nouveau mandat à la tête d'un pays. Alors quand on essaie de voir un peu les moyens mis à profit pour ces campagnes présidentielles dans le pays il y a quelques jours et le niveau de vie de la population, il y a lieu de s'inquiéter, non, quand on voit les candidats qui sont en avion tantôt au moment où les populations croupissent sous la misère, le seuil de la misère. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de se remettre un peu en question? Est-ce qu'il y a lieu de ce qu'il faut remettre en question, c'est la gestion même de l'État malgache, comme d'ailleurs la gestion de tous les États africains. Ce n'est pas forcément la campagne électorale, parce que qui dit campagne présidentielle, la présidence, c'est pas une élection communale, on va dire. Donc, qui dit présidence dit vitrine de l'État, qui dit présidence dit auto-autorité de l'État, et la auto-autorité de l'État, ou celui qui aspire à être une auto-autorité d'un pays, le chef suprême d'un pays, le numéro un d'un pays, doit quand même être à un instant digne donné. Et donc, pour les candidats qui battent campagne en hélicoptère, pour moi, ça pose pas problème. C'est souvent peut-être par rapport à la géographie du pays, l'accès à certains milieux peut être véritablement difficile. Si on prend la route et avec la voiture, ça peut prendre plusieurs heures, plusieurs jours peut-être pour atteindre certains milieux, alors que la campagne présidentielle, c'est généralement 2 semaines, très épuisante, et donc il faut quand même que les candidats soient à l'aise pour aller convaincre la plupart et le grand nombre de concitoyens qui devraient leur apporter le soutien pour une élection. Donc pour moi, être en hélicoptère ou en avion pour battre campagne, ce n'est pas encore un crime de lèse-majesté. Là où il y a le problème, c'est après élection, comment est-ce que gérer l'État pour qu'il y ait la redistribution de la richesse du pays, pour que tous les citoyens puissent avoir accès aux services de base, notamment l'électricité, l'eau, les routes, et l'assistance régulière de l'État pour ceux qui sont les plus défavorisés, les couches défavorisées, qu'il y ait un certain nombre de filets sociaux, des projets destinés à eux pour que eux aussi puissent sortir de l'extrême pauvreté. C'est ce qui compte. La mauvaise gestion des États, c'est ce qui compte. C'est ce qu'il faut revoir, remettre en cause, et non forcément la campagne électorale pour la présidentielle. La justice a déjà validé les résultats de cette présidentielle. Rajoli a le feu vert pour pouvoir gouverner. Quel doit être le premier chantier à aborder? Le premier chantier, le premier chantier d'abord à aborder, ça doit être le chantier de la véritable réconciliation à Madagascar, parce que c'est ce qui manque véritablement au pays. J'évoquais tout à l'heure la rancœur ou la rancune qu'avait l'ancien président Marc Ravalomanana par rapport au candidat qui vient d'être élu, et les bisbilles qu'il y a eu entre le président sortant et son successeur, qui entre-temps étaient des amis, mais aujourd'hui sont presque des ennemis. Et donc il faut véritablement qu'il y ait un chantier de réconciliation pour que les Malgaches s'acceptent entre eux. Après, l'autre chantier important doit être le chantier de la lutte contre l'extrême pauvreté dans le pays, la réduction de la pauvreté par un certain nombre de projets de développement d'urgence qui doit permettre aux Malgaches aujourd'hui de se sentir fiers d'appartenir à ce pays-là, rendre aux Malgaches leur dignité en tant que citoyens de ce pays. Et je pense que ce faisant, Rajoelina aura été un bon président,
quoique il y aurait toujours des contestations, des opposants, des ennemis, mais s'il se met véritablement sur ces deux chantiers-là et essaie de travailler pour qu'il y ait la liberté d'expression et que la démocratie malgache s'enracine, je pense qu'il aurait réussi facilement sa mission. En voyant son statut d'un homme d'affaires, est-ce qu'on peut arriver? Donc on peut penser à une bonne gouvernance quand on sait que les hommes d'affaires, c'est pas vraiment ça la politique, leur affaire. Non, lui l'a déjà prouvé. Il a déjà prouvé que il peut savoir se départir certaines fois de son manteau d'homme d'affaires et aborder facilement le manteau d'homme politique. Il était d'abord maire d'Antananarivo. Et on a vu que tout le monde, la plupart ont témoigné qu'il a géré comme il fallait. Il a géré véritablement cette mairie-là et a été même une référence dans le pays. Ce qui d'ailleurs lui a valu cette chance-là d'être promu et d'être proposé par les généraux, les dirigeants de l'armée, presque unanimement par bon nombre de citoyens, d'être proposé pour succéder facilement à Marc Ravalomanana lorsque ce dernier avait été chassé par l'armée suite à un soulèvement populaire dans la capitale. Donc, il a prouvé qu'à la tête de Madagascar, quoique aucune gestion n'est parfaite, il a essayé quand même de ne pas privilégier ses intérêts personnels par rapport à la gestion du pays. Quand l'intérêt général du pays s'est présenté, il s'est retiré facilement, il n'a même pas été candidat, mais aujourd'hui, il est revenu et je pense qu'il aura pu tirer leçon de la gestion qu'il a faite de la mairie, de la gestion qu'il a faite le temps de la transition et également de la gestion et des échecs de ses prédécesseurs à la tête du pays pour ne pas être amené à connaître le même sort que Marc Ravalomanana ou encore son prédécesseur. Avec son arrivée, est-ce qu'on peut penser que c'est fini les mouvements d'humeur constatés ça et là? Ces mouvements peuvent être un peu calmés, mais comme je l'ai dit, dans un pays, il n'y a jamais de consensus absolu, il n'y a jamais de... tout le monde ne peut pas être d'accord dans un pays. Si c'est le cas, on ne parlerait plus de démocratie, on parlerait plutôt de la pensée unique. Je pense que les Malgaches auront toujours la possibilité de s'exprimer. S'ils ne sont pas d'accord sur un point ou un autre, ils sont libres de le dire. Maintenant, il reviendrait au président de savoir apporter des réponses adéquates aux inquiétudes et aux réclamations et aux exigences que les Malgaches auront à susciter, à soulever pour leur bien-être général. Didier Souba, merci. Merci Mathieu. Messieurs, on marque une pause. Le journal est juste derrière. On se retrouve pour la suite du grand rendez-vous de ce soir.